La politique et le sport se bousculent pour ce qui est de l'actualité au Cameroun ces dernières heures, avec notamment en sport la nomination, ou si vous le voulez, le dévoilement de nouvelles équipementiers des Lions indomptables, ou alors de toutes les sélections nationales au Cameroun. Et en politique, on parle de cette présidentielle de 2025 avec cette guéguerre de pré-campagne au sein des partis politiques au Cameroun, que ce soit de l'opposition ou au parti au pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Le panel, vous l'avez certainement vu sur nos pages Facebook notamment, mais aussi YouTube. Je commence par ceux que j'ai pas vus depuis longtemps. Maître Simon Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, bonne année. Bonsoir Lipidio, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais patriotes qui aspirent au changement politique en 2025 au Cameroun. Le changement passe aussi par le rétablissement de la lumière, parce qu'il y a des coupures intempestives de lumière depuis quelque temps au Cameroun. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui pourront nous regarder ce soir, parce que c'est devenu une habitude. Non, en fait, vous savez, je vais vous le dire de manière claire, hein, le problème fondamental qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est que les Camerounais ont de la peine à accéder aux services sociaux de base. Vous parlez de l'électricité, quelqu'un doit vous parler de l'eau. Et vous voyez l'état des routes. Les Camerounais ont des soucis à tous les niveaux. C'est justement la raison pour laquelle le changement est impératif en 2025. Et c'est difficile pour les entreprises basées à Yopoué, notamment où nous sommes, de travailler sereinement parce que les coupures, on n'en parle plus. C'est devenu carrément une tradition et ça devient difficile pour les entreprises de pouvoir rentabiliser à la fin du mois au regard de ce qui se passe. On espère que le ministère de l'Eau et de l'Énergie pourra peut-être respecter ses promesses tenues pour ce qui est des mégawatts introduits dans le réseau interconnecté Sud, tel qu'annoncé en grande pompe au Cameroun. Lui également, il fait son retour sur le débrief de l'actualité. Vincent Yédé, conseiller municipal à Douala 3e. Bonsoir et bonne année. Bonsoir Lynn, merci pour l'invitation. Bonne année, je salue mes panélistes. C'est avec un plaisir renouvelé, n'est-ce pas, que je participe à l'émission de ce soir. Vous êtes militant du PCRN? Oui, bien sûr, militant du PCRN, je suis conseiller municipal à la mairie de Douala 3e. Ça se passe bien là-bas avec la gestion des ordures. Les populations se plaignent de réseaux routiers pour ce qui est dédié aux communes. Écoutez, au niveau de la mairie de Douala 3e, nous avons les mêmes problèmes que les autres communes, mais il y a des efforts qui sont faits pour que les populations respirent un peu d'air frais. Mais je voudrais vous dire que c'est chaque matin que l'on découvre un nouveau dépôt d'ordures dans la ville. On se demande si c'est la société en charge de l'enlèvement des ordures qui ne fait pas son travail ou alors c'est l'incivisme des citoyens. Il y a tout ça, et aussi il faut pouvoir gérer les ordures au niveau des collectivités territoriales décentralisées avant que ça soit sur le plan global. Oui, il y a la précollecte qui a commencé à se faire, qui se fait déjà, mais je dis il y a un problème d'incivisme. Lorsqu'on se réveille, lorsqu'on se lève le matin et qu'on découvre qu'en bordure de route, les populations ont créé un point de décharge qui n'existait pas hier, ça pose un problème quand même. D'accord, merci d'être venu. Maître Georges Tegem, avocat au barreau du Cameroun, homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, bonne année, bon mois de la jeunesse. Bonsoir Lille, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique qui accompagne l'émission et mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 à tous. Le RDPC a lancé son année politique, c'était hier en Consamba. Écoutez, c'est un début pour 2025, mais le RDPC est un parti qui est toujours mobilisé pour le service des Camerounais, notamment avec le mix énergétique pour lutter contre le déficit énergétique. On souffre, une diversité de sources. Oui, mais... Si parce que là, maintenant, ça ne connaît pas qui est RDPC, qui est SDF, qui est PCRN, qui est UPC. Tout le monde subit. Oui, c'est pour cela que le RDPC, ou Monsieur le Président de la République, président national du RDPC, a pris conscience depuis de nombreuses années du problème de déficit énergétique et a commencé à y travailler. On a donné les instructions qu'on ne respecte pas. On
on souhaite que d'ici quelques années, ça devienne un souvenir ou un vieux souvenir. En tout cas, nous allons continuer à travailler pour autant que les Camerounais feront confiance au RDPC. Merci à vous. On attend Jonathan Bategene ici sur ce plateau, panafricaniste, qui est une société civile également. Mais je commence par vous, Maître Simon Serge Kakak. La FECAFOOT a annoncé hier, finalement un nouvel équipementier pour les sélections camerounaises avec une marque suisse, Fortine, qui est le nouvel équipementier des sélections nationales du Cameroun. Vous attendez à cela? C'est nouveau? Et puis, je vais être très sincère avec vous. Vous savez, j'avais décidé de ne plus parler des affaires concernant le football parce qu'en fait, nous qui avons eu à travailler pour le football, on a un petit souci aujourd'hui. Lorsque vous donnez un avis qui est en réalité un avis d'expert, ça devient un problème. Vous savez, le problème du football aujourd'hui nous a fait découvrir que la masse critique est devenue essentiellement fanatique au Cameroun. Vous comprenez, lorsque vous donnez un avis d'expert et que votre analyse n'a pas... Soit Ibou, soit Église. Non, je ne veux pas entrer dans cette stigmatisation. Moi, je dis simplement que lorsqu'on essaie de donner un avis d'expert sur la gouvernance du football aujourd'hui au Cameroun, comme la masse critique est devenue essentiellement fanatique, on vous traite de tout le nom au quartier. Surtout quand votre analyse ne va pas dans le sens que certains souhaitent. Donc, depuis un bon bout de temps, j'avais décidé de ne plus parler de football. Mais comme vous savez, le football et le Camerounais, c'est deux jumeaux. Vous ne pouvez pas, un Camerounais normal ne peut pas éviter de parler de football. Bon, je vais donner vraiment un avis sincère sur la question. Je pense que sur le coup... En espérant que Jean va nous montrer cette image de ce nouvel équipementier-là sur... Oui, allez-y. Je pense que sur ce coup-là, la FECAFOOT est restée fidèle à sa logique, c'est-à-dire sortir des sentiers battus, parce que en réalité, tout le monde s'attendait à ce qu'on rentre, j'allais dire, dans un partenariat avec les équipementiers historiquement connus et qui ont fait leurs preuves partout. Il y a Nike, il y a Adidas, il y a quelqu'un d'autre, il y a Puma, voilà. Puma qui était déjà l'équipementier de Lyon il n'y a pas très longtemps. Vous comprenez, tout le monde s'attendait à ce qu'on revienne avec l'un de ces grands équipementiers qui ont déjà fait leurs preuves partout. Bon, la FECAFOOT qui est dans la logique de l'innovation est restée fidèle à la logique qui a gouverné sa décision, sa position la dernière fois, en allant choisir un équipementier qui est pratiquement inconnu. Parce que lorsqu'on vous parle de Fortine, bon, c'est vrai, c'est un équipementier suisse qui a été créé en 2011, c'est vrai, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, notamment dans les sports collectifs. Parce que dans sa présentation, on va vous dire que oui... Il était au Bénin en 2020, au Nigeria également, et puis il y a d'autres disciplines sportives où on a vu cette marque Fortine. Donc, bon, écoutez, on a dit qu'il a beaucoup travaillé dans le basket, mais moi, lorsque vous voyez, par exemple, parce que lorsqu'on parle du basket, un équipementier qui a fait ses preuves dans le monde du basket, c'est un équipementier qu'on doit retrouver au moins dans une franchise de la NBA. Parce qu'en réalité, la référence en matière de basket, c'est les États-Unis, la NBA. Vous ne retrouverez jamais Fortine là-bas. Dans tous les cas, je ne veux pas juger de son profil, je ne veux pas juger de sa crédibilité, mais je pense que ce qui a été un peu, peut-être ce qui a déterminé les décideurs de la FECAFOOT, c'est peut-être l'offre financière. Parce que je dois le dire ici, lorsqu'il y a les appels d'offres, dans ce domaine-là, on regarde généralement trois choses. On regarde l'offre financière, on regarde le profil de l'équipementier, on regarde le profil et la réputation de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle quand même du football camerounais, nous devons être au sommet. Lorsqu'on parle du football camerounais, la FECAFOOT devait vraiment aller avec des équipementiers réputé. Bon, maintenant la décision est prise. Je pense que c'est l'offre financière qui a été déterminante. Je pense que si la FECAFOOT a pris cette décision, ça veut simplement dire que cela va rapporter beaucoup d'argent à la fédération qui va certainement trouver des ressources pour colmater les brèches. On a parlé de One All Sport, on n'a jamais vu le contrat, on a attendu en vain qu'il y ait un dévoilement pour ce qui se passe. Aujourd'hui, on a Fortine qui arrive, Vincent Yédé, il y a eu quand même 6 candidatures. On a eu 6 mois pratiquement d'attente. Et aujourd'hui, la FECAFOOT nous dit que c'est une recommandation de la commission interne de passation des marchés de la FECAFOOT avec des engagements contractuels crédibles, avec des états de service remarquables. Mais pour le Camerounais lambda, avec un Samuel Eto'o qui est président de la FECAFOOT, c'est une marque. On s'attendait également à avoir de grandes marques pour les Lions indomptables. Il y a des frustrations depuis que la nouvelle est sortie hier.
Écoutez, moi je pense que au niveau de la FECAFOOT, il y a eu des attentes et des offres qui ont été faites de part et d'autre. Et il me semble que selon le processus de désignation de cet équipementier, c'est celui qui a été le mieux disant, qui s'est rapproché le plus de ce que souhaitait la FECAFOOT. Parce que quand on essaie de lire entre les lignes, il ne s'agira plus seulement des équipes nationales, mais à elles, on ajoutera des équipes de notre championnat, Elite One, Elite 2, qui vont être habillées. À côté de cela, il y a des moyens de transport. Je ne parle pas seulement de l'offre financière, mais il y a aussi les moyens de transport. Donc apparemment, il me semble que la FECAFOOT a rectifié, n'est-ce pas, les manquements sur le premier contrat et a voulu se rattraper au niveau de 14. Je souhaite tout simplement que ce contrat-là ne soit pas foireux comme le contrat de One All Sport et que la FECAFOOT trouve pleinement, n'est-ce pas, dans ce contrat, les moyens dont elle a besoin pour l'épanouissement de notre football. Maître Georges, vous comprenez la frustration des Camerounais depuis hier en se disant comment est-ce que les sélections camerounaises peuvent avoir une marque comme 14, un no-name, pratiquement aucune référence, bon, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des références pas du tout au niveau des autres grandes marques. On s'attendait quand même avec Samuel Eto'o-Fils qu'on puisse avoir des contrats ou alors des marques qui relèvent de la dimension de Samuel Eto'o, qui est une icône dans le football. Vous savez, vous posez une question qui est assez sérieuse et je vais sur ce sujet observer la prudence du politique et du juriste. Je n'ai pas pris connaissance du contrat. Je ne sais pas quelles sont les conditions qui ont participé à la sélection de cet équipementier. Je préfère rester prudent et me dire que les milieux du football ont fait confiance au président de la fédération. C'est quand même un milieu assez hétéroclite, avec des gens qui ont un certain niveau. Il y a les corps de métier, il y a les clubs professionnels, amateurs, les délégués qui ont désigné quelqu'un président de la Fédération camerounaise de football. Il représente la FECAFOOT dans tous les actes. Et je n'ai pas pris connaissance du contrat. J'entends parler de 14 pour la première fois. Je ne sais pas quels sont ses faits d'armes, quels sont ses états de service. Je préfère vivre dans l'espérance. Je préfère être Étienne Lantier et me dire il faut avoir peut-être l'espoir et se dire que ce nouvel équipementier apportera ce qui nous a manqué avec le dernier. Et je n'ai pas lu le contrat, je ne sais pas la commission interne de passation de marché, qui sont les personnes qui ont participé à la conclusion du contrat. Je vais rester prudent, mais garder espoir, parce que cet nouvel équipementier ramène nos clubs professionnels notamment au niveau où ils étaient avant. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des clubs, il y a un véritable problème. Mais bon, au niveau de la sélection nationale, ils sont quand même qualifiés pour la CAN. Bon, n'insultons pas l'avenir. Il faut croire en l'avenir. Mais est-ce qu'il faut dévoiler ce contrat-là? Parce qu'il y a toujours le mystère autour des contrats. On a eu One All Sport jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut avoir une autre donation? Les studios, je vais être sincère. Parce que les Camerounais attendent le contenu de ce contrat. D'une pertinence, je dirais, légendaire. Parce qu'en réalité, personnellement, j'ai été formé à l'école de la bonne gouvernance. Et l'une des exigences de la bonne gouvernance, pour ne pas dire le pilier essentiel, c'est la transparence. Vous comprenez? Tout à l'heure, j'ai suivi mon frère Vincent de Poliédé. Bon, apparemment, lui, il a essayé de lire dans la boule de cristal. Lui, il a lu le contrat. Bon, le contrat n'a pas encore été publié. Comme je le disais tout à l'heure, mon estimé confrère Jotegem, vous savez, nous les juristes, on préfère être prudent. Moi, je n'ai pas encore lu le contrat, mais si le contenu du contrat est tel qu'il le dit, je pense que c'est un pas en avant. Bon, maintenant, comme il ne l'a pas encore lu, je ne peux pas me commencer à... Vous souhaitez que ça soit le plus ardent. Public, mon souhait le plus ardent. Mon souhait le plus ardent, c'est que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui est l'instance fêtière du football à l'échelle nationale de notre pays, vraiment nous amène vers un vrai professionnalisme. Dimanche dernier, j'étais voir un match de première division. Bon, je le dis honnêtement, j'ai été
pratiquement tenté de sortir à la mi-temps parce que c'était pas intéressant. Vous comprenez? L'amateurisme. Oui, non, c'est pas encore ça. Vous comprenez? Je pense que Samuel peut mieux faire. Objectivement, il peut mieux faire. Et maintenant qu'il a essayé, autant que faire se peut, de corriger peut-être les défaillances du premier contrat. J'espère que le second contrat sera un peu plus intéressant pour le pays. Si maintenant les choses sont telles que Vincent Dépôt-Yédé qui a lu le contrat... Il n'a pas lu. Personne n'a lu le contrat, hein? Il a parlé avec beaucoup d'autorité, ça veut dire qu'il a lu. Bon, on ne peut pas affirmer ça. Un analyste de son acabit, même politique de son acabit, ne peut pas parler avec autant d'autorité sur des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Donc je pense que, objectivement, si les choses sont telles qu'il l'explique, ça veut dire qu'on a fait un grand pas en avant et bien sûr, bravo à la Fédération Cameroun de football. Et ça rejoint le message de ce téléspectateur. Bonsoir Lille. Au moins, la FECAFOOT a effectué un grand bond. De 1 à 14, c'est-à-dire de 1 à 14, c'est un saut quantitatif. Maintenant, nous avons besoin d'un bon qualitatif. Il nous faut un équipementier à la hauteur de nos sélections nationales, notamment les Lions indomptables. C'est un message de Vincenzo qui nous regarde. Ça, c'est la même problématique qui revient. Hein? Oui, écoutez, cette fois-ci, on ne parle pas du président de la FECAFOOT qui aurait signé un contrat avec un équipementier. Mais vous voyez qu'il y a tout un process qui a intégré toute la structure de la FECAFOOT. C'est le comité d'urgence qui s'est réuni et qui a choisi, selon les instructions ou alors les recommandations de la commission interne de passation des marchés. Donc le président de la FECAFOOT, en réalité, pour cette fois-ci, et c'est pour ça qu'il n'est même pas en avant. On parle de la FECAFOOT et de 14. Mais pour les informations que j'ai données tout à l'heure, vous imaginez bien que quand on vient à une émission sérieuse comme celle-ci, on prend le temps de faire un certain nombre de recherches. Donc, soyez rassurés, ces informations sont fiables et le moment venu, elles vous seront confirmées par qui de bois. Qu'est-ce qu'on peut donc souhaiter à cette nouvelle marque qui arrive au Cameroun avec les réticences des uns et des autres, parce que c'est encore l'objet des débats, notamment Mathieu Fangwa reviendra ici vendredi pour en parler, il y aura des émissions spécialisées là-dessus. Pour vous, maintenant, pour qu'on puisse fermer ce chapitre? Qu'on gagne déjà la CAN 2025. Avec cet équipementier. Écoutez, vous avez entendu, monsieur, ce qu'il dit est tellement rassurant. Il parle de toute la structure qui s'est mobilisée. Le communiqué le dit. Le communiqué le dit. C'est pas M. Yédé qui... Et les informations que vous avez recherchées, ne trahissez pas vos sources de toutes les façons. Allez-y. Nous souhaitons déjà gagner la CAN en 2026, début 2026. Il faudrait que le Cameroun remporte cette CAN. Ce serait déjà trop intéressant. 14 serait le bienvenu, davantage bienvenu, parce que le Cameroun est une terre d'accueil. Terre d'hospitalité, terre de dialogue, terre de solidarité, terre d'humilité. Une terre exemplaire en construction. C'est une terre des possibles. Une terre exemplaire en construction. Le Cameroun souhaite une excellente bienvenue. Comme je l'ai peut-être oublié au début de l'émission de signaler que le RDPC présente ses condoléances à l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, M. Pascal Ballon-Ona, à la famille de l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, ancien capitaine des Lions indomptables, parce qu'on parle du football, c'est l'occasion de dire à sa famille, écoutez, le RDPC se joint à votre douleur et partage votre peine en cette circonstance douloureuse. Pascal Bellon-Ona, inspecteur des finances de formation et haut fonctionnaire. Il a été capitaine des Lions indomptables lors de la 7e CAN en 1970 au Soudan et premier président élu de la Fédération camerounaise de football. Toutes nos condoléances à sa famille. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité, je l'ai dit, dans le débrief sport. C'est tous les vendredis avec Mathieu Fangwa qui prépare déjà ses invités, notamment Claubert Yompan qui nous regarde et qui aura certainement des choses à dire sur cet équipement. On rappelle que Andrea Piciao est à la tête de 14. Il est né et élevé en Italie. Il a créé la marque 14 en 2011, on le disait, à Genève. Une expérience africaine remarquable depuis 2020.
avec le club Bendel FC au Bénin et le club de football féminin Edo Queen au Nigeria. Donc, il a travaillé aussi avec une douzaine d'autres pays. Merci à vous d'avoir participé à cette première étape du débrief de l'actualité. On revient donc sur la thématique qui concerne l'actualité, la présidentielle au Cameroun 2025, avec ces partis politiques qui soutiennent Paul Biya, avec cette guéguerre également au sein de l'opposition. Je commence par vous, Maître Kakak. Présidentielle 2025, vous avez des partis politiques, des fractions qui ont décidé de soutenir le candidat Paul Biya pour ce qui est de la présidentielle de 2025. C'est une stratégie ou alors c'est une piste pour éloigner les objectifs de 2025? Non, je veux vous dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'on essaie de faire l'exégèse du microcosme politique camerounais, il y a 3 caractéristiques qui se dégagent. La première caractéristique, c'est que les partis d'opposition au Cameroun ont en leur sein 2 catégories de militants. Il y a les militants qu'on présente généralement comme les militants de conviction, ceux-là qui sont là pour des considérations idéologiques et qui sont prédisposés à travailler pour naturellement permettre aux partis d'accéder au pouvoir dans l'optique de contribuer de manière exponentielle à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça, c'est la première catégorie de nous. Deuxième? La deuxième catégorie, c'est que ces partis d'opposition ont en leur sein des militants qu'on qualifie souvent d'opportunistes, qui ne viennent pas là pour des considérations idéologiques, qui viennent là pour la réalisation de leurs ambitions personnelles, égoïstes et égocentriques parfois. Ceux-là, généralement, en réalité, se mettent toujours en selle à la veille des grandes élections, à la veille des grandes échéances électorales, où chacun, j'allais dire, trouve maintenant l'occasion de s'affirmer pour essayer de voir dans quelle mesure il peut concrétiser ses ambitions. Malheureusement, il se passe que, c'est la deuxième caractéristique, il se passe que c'est cette catégorie de militants qui est majoritaire dans les partis. Ça, c'est une vérité. Vous êtes une grande journaliste d'investigation, vous pouvez mener vos investigations sur la question, vous allez voir que je ne me trompe pas. C'est cette catégorie-là qui est majoritaire. Bon. Maintenant, la troisième caractéristique de notre univers politique, c'est cet ordre gouvernant qui est généralement constitué en majorité des compatriotes qui se mettent dans la posture des conservateurs immobilistes. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont hostiles à toute forme de changement politique et ils sont toujours prédisposés à multiplier des stratagèmes pour fragiliser, pour ne pas dire pour instrumentaliser certains militants opportunistes des partis d'opposition. Voilà les 3 caractéristiques. Et je pense que si vous avez bien suivi ce que je viens de décrire, c'est pratiquement ce scénario que nous avons en ce moment. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce que vous dites, tel a soutenu la candidature du président de la République, tel a soutenu tel autre candidat, tout ça c'est des batailles de positionnement qui ne peuvent venir que des militants opportunistes qui sont venus en politique pas comme des gens qui veulent contribuer à l'amélioration des conditions des Camerounais, mais qui veulent se servir parfois de ces partis politiques comme des fonds de commerce, comme des marchandises. Donc beaucoup ouvrent leur petit comptoir, maintenant ils commencent à commercialiser. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Donc je peux vous dire pour chuter que de mon point de vue, rien de nouveau sous le soleil. Mais ça devient un danger, puisqu'il y a un objectif, c'est pouvoir renverser le candidat qui est en face. Si on se retrouve avec différentes catégories de militants au sein d'un parti politique, ça fragilise les objectifs. Oui, mais vous n'imaginez pas, vous ne pouvez pas imaginer que les gens se mettent en rang de bataille pour renverser le parti au pouvoir et que lui, il reste les bras croisés et attendre qu'on vienne le déstabiliser. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Et pour parler de manière... en fait, ici, le parti au pouvoir essaie de rechercher en face
des maillons faibles sur lesquels il agit. Il les instrumentalise. Vous voyez, par exemple, dans le cas du PCN, je parle en mon nom propre, dans le cas du PCN, on instrumentalise quelqu'un et on l'exhibe comme un prophète de guerre. On instrumentalise un certain nombre de personnes qui ont été avec nous, qui ne sont plus avec nous, mais qu'on continue à utiliser et à exhiber pour déstabiliser. Et c'est une stratégie qui est très efficace. Il faut faire attention. Une petite anecdote, je rentre du voyage de week-end et c'est ma fille à la maison qui me dit, mais papa, donc, vous soutenez le président Paul Biya. Ça dit que l'action de communication a porté et l'enfant a regardé à la télé, a vu que le PCN est en train de soutenir le chef de l'État. Ce qui est faux. C'est quelques individus qu'on instrumentalise comme ça. Donc, le parti au pouvoir, comme il le disait, pour se maintenir, justement, multiplie de stratagèmes, multiplie de stratégies pour semer le trouble en face. Et justement, comme il y a toujours eu des opportunistes, des gens qui attendent un retour d'ascenseur après les élections, parce que comme vous le savez, lors des précédentes élections présidentielles, ceux qui se sont retrouvés en train de soutenir le chef de l'État venant de l'opposition, il y en a qui sont devenus ministres, il y en a qui sont devenus des sénateurs nommés et autres. Donc, les gens sont dans cette logique, n'est-ce pas, pour essayer de se positionner de manière individuelle. Malheureusement, leur fonds de commerce, ils le puisent dans l'opposition et utilisent ça pour se faire vendre. Voilà. Et on a vu justement les fractions UPC, MDR, PCRN, PRAC, qui sont retrouvées chez le ministre Paul Latangandji. Et sur l'échiquier politique qu'on a présenté comme une stratégie du pouvoir en place, le RDPC, justement pour fragiliser cette opposition. Et nous allez permettre que je rectifie quelque chose. Ce n'est pas une faction du PCN qui était chez le ministre de l'administration territoriale. Je vous ai dit tantôt, c'est un ancien président. Oui, chacun a le choix de ses mots. Je suis désolé, chacun a le choix de ses mots. À votre niveau PCN, vous considérez ça comme vous considérez. Maintenant, dans l'opinion, on considère qu'il y a des mots qui veulent forcément dire quelque chose. Permettez quand même, quand je suis là, d'apporter cette clarification-là pour dire que en réalité, ce n'est pas une faction, ce n'est pas le parti qui est divisé, mais c'est des individus qui étaient avec nous et qui ont été pris individuellement, n'est-ce pas, et ont été exhibés pour des... Oui, ça c'est votre position. Mais permettez-moi de poser la question en disant justement que ce sont des fractions, des partis que l'on connaît, qui sont retrouvés chez Paul Latangandji avec le soutien à Paul Biya. Et à ce moment-ci, c'est une manœuvre du pouvoir en place pour fragiliser l'opposition. Donc les gens viennent vers le RDPC et c'est le RDPC qui manœuvre. Je ne comprends pas. Des gens viennent dire que voilà, nous voulons soutenir le président Biya, mais c'est le RDPC qui manœuvre. Est-ce que c'était le lieu? Est-ce que au niveau du ministère de l'administration territoriale, dans ce ministère, avec le patron de ce département ministériel, c'était son rôle à ce moment précis de prendre cette motion de soutien à la candidature de Paul Biya au lieu d'aller au niveau du comité central du RDPC ou alors dans un meeting? Ou est-ce que c'était vraiment le schéma? Est-ce que c'est pas ça qui prête à confusion aujourd'hui sur la scène politique? C'est une confusion malheureuse que je regrette. Le devoir d'un ministre, c'est de rencontrer chaque citoyen qui demande à être reçu. C'est un devoir républicain. Si vous arrivez devant une administration et vous n'êtes pas reçu, c'est un problème. Le ministre Latangandji n'a pas d'effort à fournir. Il reste dans son bureau, vous venez. Vous lui dites que vous êtes du PCRN, il vous reçoit. Vous lui dites que vous êtes du RDPC, il vous reçoit, s'il a le temps. Alors, s'il a consacré une journée à recevoir tous ceux qui ont déposé des demandes d'audience depuis 6 mois, et qui attendent, mais il les reçoit, c'est son devoir. Par contre, le secrétaire du comité central n'est pas obligé. Vous venez, il ne vous reçoit pas, vous n'allez pas vous plaindre. Si un ministre ne vous reçoit pas, vous vous plaignez, vous avez raison. Mais si le secrétaire du comité central ne vous reçoit pas, vous n'avez pas raison, il fait ce qu'il veut. Par contre, un ministre est tenu par le devoir républicain de recevoir les usagers. Et un membre d'un parti politique est un usager. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Vous avez un avocat. Vous dites que monsieur Tantampion est décédé. Vous venez avec les actes de naissance des enfants. Vous donnez au juge. Le juge rentre dans les familles pour chercher à comprendre si c'est les enfants de monsieur. Il rend sa décision sur la base des pièces qu'il a.
Un monsieur vient voir un ministre de l'administration territoriale, dit je suis du PCRN, j'ai quitté ce parti, je soutiens la candidature du président, bien qu'il ne le reçoit pas. Pourquoi? Il les appelle la l'équipe. Vous croyez qu'on ne le reçoit pas, qui concerne le RDPC? Ça veut dire que le RDPC est divisé? Dans le parti politique, ils doivent régler leurs problèmes. Ils ne doivent pas dire que c'est le RDPC qui rentre là-dedans. Et puis, ils ont mis en place des stratégies ATP, APC, tout, c'est leur droit. Personne ne les en a empêchés. Donc, trouver toujours chez les autres. Bon, et puis je regrette aussi, même mon confrère, bon, et puis moi je les comprends, ils ne comprennent, ils n'acceptent, bon, je ne peux pas dire qu'ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas la démocratie. Parce que quand je les écoute tous les deux, je constate que la démocratie les dérange. Parce qu'ils se plaignent des gens qui font des choix politiques. Ils se plaignent des gens qui disent, bon voilà, moi, je m'appelle Tegam, je suis RDPC. Ça les ennuie, ils disent qu'ils sont des opportunistes, ils sont des ici. Chacun fait ses choix. C'est ça la démocratie. Et c'est en cela que dans les grandes démocraties, ils ne sont pas comme nous. Les opinions prennent des couleurs tous les jours et ce n'est pas un problème. Donc moi je ne sais pas pourquoi il dit que ce n'est pas le PCRN, il ne produit pas la lettre de démission du monsieur. Parce que pour dire qu'il n'est plus du PCRN. Et il y a une décision de justice qui a été rendue aussi, non? Pour dire quoi? Qu'il n'est plus du PCRN? Ça a été tranché, tout le monde dans sa tête. Vous avez une décision qui dit ça? Il y a une décision qui rend Cabral Libi, fait de Cabral Libi le président national du PCRN. C'est une décision de justice qui a été rendue et publiée. Et alors, si le président, M. Yedé, n'est plus du PCRN, si M. Yedé là, dit qu'il va soutenir la candidature. Mais il y avait un courrier aussi du président national exclu du parti. Ils ont été exclus. Et vous savez, quand même créé son propre parti politique. Et s'il a engagé des procédures qui sont pendantes, qu'est-ce que vous croyez que le ministre rentre là-dedans? Je dis ça encore une fois et je le rappelle. Mais le ministre aussi est garant du respect, non? Confrère. Je vous dis une chose. Un ministre ne rentre pas dans les familles. Je passe au contrôle de mon confrère. Il fait les procédures tous les jours. Quand vous venez, vous êtes avocat, vous dites au juge que monsieur t'entend plus mort. Mais là, on parle de politique, on parle même en politique, c'est comme ça. Le ministre est une autorité qui ne rentre pas dans les partis politiques, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est tutelle des partis politiques. Un membre d'un parti politique souhaite le rencontrer, il le reçoit. À l'occasion, il lui dit, bon, je veux soutenir le président. D'accord, vous l'avez déjà dit. Mieux. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette présentation à ce moment précis? On est rendu quand même à quelques mois de la présidentielle et c'est là où quand même le patron de l'administration territoriale vient, si je peux le dire ainsi, s'émet un peu le trouble dans les esprits puisqu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, des décisions de justice pour ce qui concerne certains partis politiques, il y a eu des réserves concernant certains partis politiques pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec un profil précis de partis politiques qui s'allient au RDPC. Bon, je pense que j'ai eu à le dire tout à l'heure dans mon programme d'intervention sur la question. Je vous ai dit clairement pourquoi c'est maintenant. Le temps est bien choisi. Parce que nous sommes à la veille d'une grande échéance électorale, de la plus grande échéance électorale de notre pays. Vous, est-ce que ça vous a posé un problème de voir que le patron de l'administration territoriale reçoive ses représentants, des personnes qui se prennent comme représentants? Je pense que ça rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Le ministre de l'administration territoriale fait partie de l'ordre gouvernant que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. J'ai dit que l'ordre gouvernant, en réalité, est dans une posture conservatiste de son pouvoir. Donc c'est normal qu'il trouve des stratagèmes pour flageller l'opposition. C'est normal. Maintenant, moi, je vais vous dire une vérité. Là, je suis un peu... Bon, là, avant de dire cette vérité, je vais d'abord faire observer à mon frère Vincent qu'en réalité, il pose un problème. Parce que quand il demande à mon confrère Tegem que, est-ce que ces gens-là ont été sanctionnés? Ces gens, nous les avons sanctionnés en interne dans notre parti. Je suis d'accord. Mais sauf que le ministre de l'administration territoriale, qui est le ministre de tutelle, est-ce qu'il a reçu la décision de sanction de ces deux... Parce qu'il y a deux maires. Il y a deux maires en chair qui ont été élus sous la bannière du PCRN. Et qui ont démissionné à ce moment-là en disant que nous, on appartient maintenant au FRAC. Non, pas démissionné. Bon, il a annoncé dans l'extrait qu'on démissionne pour appartenir maintenant à notre parti politique. Je reviens sur ce que Vincent a dit. Parce que moi, je vais vous dire une vérité. L'un des deux maires est mon maire. Je suis originaire de l'arrondissement de Maton. Mon maire, qui a été élu sous la bannière du PCRN, un jeune frère du nom de Niobert, fils Hubert, fait partie des deux maires. T'as reçu. Je sais que, bon, je ne suis pas de leur parti, et donc moi je ne parle pas des choses que je ne connais pas, mais j'ai eu dire, à une certaine époque, que deux maires avaient été sanctionnés.
par le PCRN. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation d'ordre juridique. Est-ce que quand ils ont été sanctionnés, est-ce que ces décisions de sanction ont été transmises au ministre de l'administration territoriale pour ce qu'on appelle la prise d'acte? Parce qu'en réalité, même les congrès que nous faisons souvent là, si vous faites un congrès, vous dressez un procès verbal, vous envoyez au MINA, le MINA ne signe pas la prise d'acte. Mais pour l'UPC, c'est aussi connu. Écoutez, je ne parle pas d'un parti précis. Moi, je dis d'une manière générale, hein, quand vous tenez un parti politique, quand vous avez un parti politique qui tient un congrès, au sortir du congrès, vous dressez un procès verbal. Ce procès verbal doit être transmis au MINAC aux fins de prise d'acte. C'est la prise d'acte qui montre que l'administration est au courant de ce qui s'est passé à votre congrès. Si vous n'avez pas la prise d'acte, en réalité, vos résolutions du congrès qui sont consignées dans le procès verbal sont nulles et non avenues. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la décision de sanction de ces deux maires a été transmise au MINAC? Je n'en suis pas sûr. Maintenant, ce que je vais dire pour répondre à votre question, il faut faire très attention. Je vous ai dit tout à l'heure que le microcosme politique camerounais est très, très, très complexe. Lorsqu'il y a une échéance électorale qui pointe à l'horizon comme la présidentielle, je vous assure, vous allez voir beaucoup de manœuvres. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé des militants de conviction que nous retrouvons dans les partis d'opposition. C'est eux qui doivent jouer. Parce que la cible ici, ça c'est ma position. J'ai fait même d'ailleurs une sortie, j'ai fait une publication dans ce sens, pour dire que ne vous intéressez pas aux manœuvres de l'ordre gouvernant. Ne vous intéressez pas aux manœuvres des militants opportunistes des partis d'opposition. Regardez ce qu'il doit se faire pour convaincre l'électorat. Donc c'est la masse critique ici qui est l'électorat. C'est cette masse critique qui doit être convaincue par les militants de conviction. Moi je dis, au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé à Yaoundé, de mon point de vue, n'a aucune importance. Si les opposants, ceux qui veulent travailler pour impulser une dynamique de changement, une dynamique alternative en 2025, essaient d'être sérieux, essaient de trouver une véritable dynamique fusionnelle pour parler le même langage et convaincre l'électorat. Vous allez voir que le jour de cette élection, beaucoup de choses vont se passer et ces gens de l'ordre gouvernant et leurs complices opposants opportunistes seront battus à plate couture. Ça, c'est ma position. Sauf que au niveau de l'électorat, ça dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites de ne pas vous occuper, mais nous, le peuple, quand on regarde ça, on dit l'opposition est divisée, cette guerre si fragilise les objectifs de 2025, d'octobre 2025. À ce moment, on ne sait plus si on doit croire en cette opposition de façon globale ou alors si on s'intéresse à cette guerre pré-campagne. Mais c'est bien l'objectif, de distraire, de divertir. Écoutez, ce n'est pas chaque jour que le ministre de l'administration territoriale appelle les médias lorsqu'il reçoit les gens dans son bureau. S'il a appelé les médias, c'est qu'il y a une action de communication, Maître Tegen. Je voudrais vous rassurer, lorsque M. Kona a été sanctionné, le MINAC a été saisi aux fins de notification pour dire que ce monsieur n'est plus avec nous. Il a répondu pour dire qu'il ne reçoit pas notre notification, il ne reçoit pas. Et pour les deux autres, ce n'est pas chaque militant sanctionné dans son parti pour lequel on fera une note au ministre de l'administration territoriale. Non, je ne crois pas. Donc, je dis que ça, c'est des manœuvres, justement, qui ont pour effet escompté de distraire. Mais nous, on ne va pas se laisser distraire parce que nous restons dans une logique. Nous invitons les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons mis sur pied, sur le marché, notre projet de société qui se discute. C'est un livre, ce que j'ai vu. C'est ce que nous pensons du Cameroun, ce que nous envisageons faire du Cameroun. Alors, ça se discute au niveau des idées et on préfère discuter des idées, discuter de notre programme, cependant que nous appelons toujours les compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu d'aller voter, à contrôler et surtout à être prêt à défendre leur vote. Et nous continuons à travailler, n'est-ce pas, avec les autres partis pour que ensemble on puisse
le moment venu, tomber d'accord sur un minimum de consensus qui pourra nous permettre d'affronter le RDPC. Maître Georges Tegem, vous voulez regarder les téléspectateurs et jurer, pas forcément, entre guillemets, que le pouvoir en place n'a pas la main mise derrière cette guéguerre de pré-campagne. Mais excusez-moi, je suis même étonné au niveau du PCRN. Un ministre reçoit des gens, se dit qu'il y a la com. Vous allez montrer au journal de 20h, au 19h50 tout à l'heure. Vous n'avez pas montré les ministres qui reçoivent. Non, ça se fait tous les jours. Non, pas du tout. Excepté si c'est vraiment... Ça se montre tous les jours. Non, pas du tout. Il n'y a pas un membre du gouvernement qui reçoive quelqu'un sans que la télévision soit en train de... Non, vous ne pouvez pas dire ça, maître. Vous ne pouvez pas dire ça. On n'est pas sûr. Quand on est en politique... Vous ne pouvez pas dire ça. On est en politique. Tout à l'heure, vous allez montrer le ministre des Finances qui reçoit l'ambassadeur de Turquie. Mais là, c'est la relation diplomatique. Ça, vous allez montrer le ministre des Finances qui reçoit les membres, je sais pas, enfin, ce qu'ils appellent souvent les réunions sectorielles par département ministériel. Vous montrez le ministre qui reçoit les vœux. Pourquoi on ne devrait pas montrer ça? Il a une cellule de communication qui choisit. Mais là, il y a un message. Il y a un message à la fin, c'est que nous adressons une motion de soutien au président national de la RDPC et il y a la promesse du ministre de remettre à qui de droit, de transmettre ce message à qui de droit. On est en démocratie. Qu'est-ce qui interdit ce que vous dites là? Non, je vous pose vraiment que vous... C'est ce que je dis. Dans un contexte démocratique, le problème c'est que, et j'insiste encore dessus, c'est la formation d'abord. Si les gens ne sont pas formés à accepter les principes de la démocratie, c'est un véritable problème. Les principes de la démocratie, c'est que justement, la démocratie dérange. Sauf que c'est la loi de la majorité. Même nous, au RDPC, quelquefois, on a des difficultés, comme tout le monde. Mais nous savons que ce sont des principes démocratiques d'ailleurs. On a des militants qui démissionnent. Il y a quelqu'un qui demande ici, Maître Tegem, est-ce que le ministre est prêt à recevoir le professeur Maurice Kamto et appeler les médias pour filmer? Est-ce qu'il est prêt à le recevoir? Et appeler les médias. Excusez-moi, qu'il dépose sa demande d'audience. Est-ce qu'il sera reçu? Je ne suis pas ministre. Hein? Il faut qu'il dise j'ai déposé une demande d'audience, je n'ai pas été reçu. Il y a d'abord un truc qui caractérise ça, il faut que je le dise. Il a posé un problème de notification. C'est qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la connaissance acquise qui est proscrite. Il sait très bien de quoi je parle. Vous ne pouvez pas rester dire que parce qu'il y a eu une décision. Et très généralement, au Cameroun, il y a un mépris royal pour certains membres du gouvernement parce que les gens pensent que il y a la défiance à l'autorité. Vous allez voir, il vous dit on a notifié, il a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la loi dit comment on notifie en termes d'actes là. C'est pas comme ils pensent là. Vous avez été prudent sur le sport, mais pourquoi vous n'êtes pas prudent aussi pour dire que vous ne maîtrisez, pour dire que bon, je reste prudent parce que je n'ai pas le contenu, je ne sais pas si c'est vrai. Non. On discute des événements qui sont passés à la télévision. Tout le monde a vu. Et lui, il a donné une réponse par rapport à votre problématique. Non. Excusez-moi, c'est que ce qu'il dit. Il le dit en croyant que ça se fait comme il dit. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il n'y a certainement pas de juriste chez nous pour savoir comment est-ce qu'on fait une notification, Maître Tegem. Vous ne pouvez pas être insultant à ce niveau-là. Bon, je veux respecter le travail de vos juristes. Je vous le concède. Je vous le concède. Sauf que le ministre a continué à recevoir. Ça veut dire que soit ce que vous avez notifié a été reçu, il y avait la preuve qu'on a attaqué la décision. Dans ce cas, elle n'est pas définitive. Et dessus, le ministre n'est pas lié. Je l'ai dit en commençant. Il n'est pas lié par le fait que quelqu'un ait choisi de démissionner d'un parti politique ou pas. Un ministre de la République, Tegem vient, il écrit, Monsieur le ministre, demande d'audience. Je souhaite être reçu. Il dit, Tegem, je vous reçois tel jour. Tegem vient, il le reçoit. Il appelle les médias. Mais il appelle les médias quand l'actualité demande qu'il appelle les médias. Excusez-moi, vous croyez que c'est la première fois qu'ils reçoivent des membres de l'opposition des partis politiques? On a tout filmé. Hein. Non, on a il appelle tous les médias. Il y a beaucoup là qui rentrent là-bas, ils ressortent et personne ne sait même qui sont entrés. Je sais de quoi je parle et mon confrère le sait très bien. Il y en a qui entrent là-bas, ils sortent, on ne sait même pas qui sont entrés là-bas. Maître Kakak, c'est de bonne guerre. La politique consiste également à anéantir toute force antagoniste. Ça, c'est un commentaire d'un téléspectateur également. En fait, je suis entièrement d'accord avec ce téléspectateur. C'est ce que je dis depuis. Pour moi, je le dis encore. Pour moi, ce débat, là maintenant, sur la posture du ministre pour la Tangandji, pour moi, c'est un détail. Mais ça trouble quand même mon opinion. Je vous dis la vérité. Je me pose une question. En fait, c'est vous qui posez la question. Allez-y. Mais sauf que, si nous nous posons la question de savoir à quel parti politique appartient M. Paul Atangandji, il a du RDPC. Ouais. Est-ce
que M. Paul Atangandji fait partie de l'ordre gouvernant? Oui. Et ce l'ordre gouvernant a intérêt à ce qu'il y ait changement en 2025 au Cameroun? Non. Donc pour moi, la posture de Paul Atangandji est logique. C'est de bonne guerre. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc maintenant, Maître C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour moi, la responsabilité totale incombe aux militants de conviction de nos partis d'opposition. Tout à l'heure, Vincent De Paul a dit, ça m'a beaucoup intéressé. Lorsqu'il dit que non, eux ne regardent pas tout ça, ils sont en train de demander aux compatriotes, j'allais dire, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et se mettre dans la posture, alors se préparer à aller défendre leur vote le moment venu, si nécessité il y a. C'est ça la vraie démarche. Pour moi, les gens qui doivent faire le travail maintenant, c'est les militants de conviction, ceux qui croient en ce pays, ceux qui sont prédisposés à travailler pour qu'il y ait un changement politique dans ce pays, dans l'optique d'améliorer le bien-être des Camerounais. Et la cible ici, c'est le peuple camerounais, qui est juge. Et je l'ai dit dans une sortie, que ceux-là qui sont au pouvoir, qui pensent qu'ils sont éternels, qui multiplient des stratagèmes pour qu'il n'y ait pas de changement, comprennent que le vrai détenteur du pouvoir dans ce pays, c'est le peuple camerounais. Et je suis sûr d'une chose, si les militants, de militants de conviction, les dirigeants de nos partis d'opposition qui croient au changement, convainc, j'allais dire, ce peuple-là, il y aura changement. C'est ça qui est important. Pour moi, les manœuvres du ministre, les manœuvres de ses complices qui se recrutent dans une posture opportuniste dans nos partis politiques d'opposition, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Que faire donc quand il y a des leaders de l'opposition qui sont censés être aussi des éclaireurs, se lancent dans ce jeu-là? On fait comment? On s'inscrit toujours? Ou alors on se rabat chez le RDPC, on dit bon, on n'a pas beaucoup de choix? Écoutez, je crois que c'est les idées qui doivent triompher. Si quelqu'un veut diriger le Cameroun, il faut bien qu'il nous dise dans quelle direction est-ce qu'il veut. Il pense pouvoir conduire le Cameroun. Mais c'est parce qu'on n'assiste pas à ça, puisqu'aujourd'hui ce sont les joutes verbales, c'est de guéguerre avec la seule phrase Paul Biya doit partir, on n'a pas de projet, on ne présente rien à la société, les leaders du jour au lendemain s'insultent sur les réseaux sociaux et laissent justement ce que Maître Kaka dit, amener la population à dire voici là où je vous amène, voici ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce sont ces leaders-là qui vous amènent ailleurs. Vous ne parlez sûrement pas du PCN. Je parle des leaders. Qui a un programme, qui a un livre qui est sorti, un livre programme sur lequel nous sommes en train de travailler. Et depuis un certain temps, il y a des espèces de décryptage, n'est-ce pas, du contenu qui sont faits et qui permettent d'édifier les militants, et d'ailleurs pas seulement les militants, tous ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, pour comprendre. En réalité, c'est vrai ce que vous dites, mais ça ne nous concerne pas. Nous, en ce qui nous concerne, nous, on a un programme qui est bien connu et on travaille à le divulguer, à le mettre à la portée de tous nos concitoyens pour qu'ils sachent ce que nous proposons et qu'à la fin, c'est en toute âme et conscience qu'ils décident de nous suivre. Parce qu'en réalité, nous pensons que c'est la meilleure offre qu'il y a pour le Cameroun. Donc, nous ne sommes pas dans les combats de personnes qui sont justement de nature à distraire. Et quand vous voyez des leaders s'engager là-dedans, c'est une stratégie pour distraire et détourner les Camerounais de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on devrait être en train de se poser la question, mais qui offre quoi? Qui propose quoi de mieux que l'autre? Si nous ne reconduisons pas celui qui est là maintenant, qu'est-ce que celui qui viendrait après lui apporte? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à d'autres? Je crois que c'est ce qui devrait nous intéresser et nous travaillons pour que ce soit le cas, pour ramener les Camerounais vers l'essentiel et les détourner de la distraction. Et cette distraction-là, c'est important d'en parler au niveau du RDPC. Au lieu de passer le temps à gérer ce qui se passe dans les autres partis politiques, les recevoir et présenter, appeler les médias, c'est peut-être le temps d'appeler les médias et dire, OK, pour 2025, octobre, nous, on vous propose encore ceci, faites-nous confiance, après 42 ans. C'est là aussi où le peuple a besoin de savoir ce que vous proposez pour les années qui arrivent, pour un autre mandat de votre champion. Au lieu qu'il y ait des caméras qui viennent s'incruster dans les partis politiques et se présenter à tout moment et à tour de rôle.
Mais le programme du RDPC est connu. Hein. Nous Justement, luttons déjà- votre ministre devait divulguer cela. Nous luttons déjà contre le déficit énergétique. C'est un combat que nous menons depuis plusieurs Actuellement, on années. m'écrit là qu'il n'y a pas les lumières dans plusieurs arrondissements de la ville de C'est pour, Douala. c'est pour cela qu'on lutte. En Parce que 2025. nous pensons améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est pour ça qu'en 7 ans, on a mis en place 3 nouvelles universités. C'est pour ça qu'on a recruté 150 enseignants il y a quelques jours. C'est pour continuer à améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est pour ça qu'on a mis en place le PARPAC, programme d'appui au renforcement de la production agricole, le programme d'appui à la réforme de l'éducation. Il y a un certain nombre de programmes que nous mettons en place et que nous sommes en train d'implémenter. Nous souhaitons que les Camerounais continuent à nous faire confiance parce que d'abord, nous sommes démocrates. Vous savez qu'il y a beaucoup qui sont partis de chez nous, ils se sont retrouvés au SDF, à l'UPC. Nous, ce n'est pas un problème. Mais nous constatons qu'ici, dès que c'est opportuniste, le vocabulaire est subitement très rugueux. Au RDPC, nous respectons les opinions des uns et des autres. Nous acceptons que les gens puissent partir du RDPC pour quitter le PCRN, quitte du PC et puis même le SDF. La preuve, c'est qu'au SDF, le ministre de la Communication actuel, c'était un ancien militant du RDPC, mais ce n'est pas un problème. Et je ne dirai jamais de lui que c'est un opportuniste. Pour nous, c'est la démocratie et c'est ce que le président de la République a voulu. Une société démocratique où les opinions naissent et s'expriment tout à fait librement sans qu'on soit en train de parler d'opportunisme ou d'autre chose. Maintenant, les débats sur les programmes politiques, oui, nous voulons bien. Projet contre projet, offre contre offre. C'est ce qui nous intéresse. Et surtout rassurer les Camerounais que nous ne pensons qu'à satisfaire leurs besoins. Nous ne pensons qu'à travailler pour eux. Voilà la seule priorité du RDPC. Maintenant, le ministre de l'administration territoriale est un homme d'État qui reçoit toutes les personnes qui sollicitent une audience, qui montre qu'il a son bureau est ouvert. Et c'est ce que nous voulons, que les Camerounais comprennent que le bureau du ministre ou les bureaux d'un ministre au Cameroun sont ouverts. Comme on l'a dit, on attend qu'ils reçoivent d'autres leaders de partis qu'ils politiques. demandent à être reçus, qu'ils disent qu'on a demandé, on n'a pas été reçu. D'accord. Alors, on va faire un dernier tour de table. Aujourd'hui, octobre 2025, c'est dans quelques mois seulement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces leaders de partis de l'opposition qui passent le temps à s'intéresser à ce que le RDPC fait, à ce que Paul Atangandi fait, à ce qu'il reçoit, qu'il ne reçoit pas, pour attirer davantage plus de sympathie de l'électorat? Justement, Lille, c'est une très très bonne question. Ce que je peux dire déjà, parce que là je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Première catégorie, les leaders de l'opposition. Les leaders qui sont prédisposés à impulser une dynamique alternative en 2025. Qu'ils ne s'intéressent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux manœuvres de l'ordre gouvernant. Moi, je n'aime pas parler des individus. L'ordre gouvernant, d'une manière générale, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans cet ordre gouvernant. Que ces leaders ne s'intéressent pas à ces gens. Que ces leaders ne s'intéressent pas aux opportunistes qui se sont toujours inscrits dans la logique de venir flageller l'opposition, comme ne s'intéressent pas à leurs manœuvres. Maintenant, je m'adresse au peuple camerounais qui, je peux le dire sans risque de me tromper, qui est devenu très mature. Le peuple camerounais en 2025, ce n'est plus le peuple camerounais d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui voient la vérité en face et qui sont prédisposés à jouer un rôle déterminant pour le changement en 2025. À cela, je demande de rester vigilant, qui ne se laisse pas tromper, qui ne se laisse pas distraire, qui ne se laisse pas, j'allais dire, entraîner dans une situation d'hibernation pour qu'ils se déconnectent de l'essentiel. Tout le monde voit les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est tous les Camerounais qui sont concernés. Vous avez parlé du déficit énergétique qui est en train de victimiser les Camerounais à tous les niveaux. Nous avons un problème d'eau. Les Camerounais ont de la peine à boire de l'eau potable. Ça, c'est un secret de polichinelle. Les Camerounais ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école. Les Camerounais ont de la peine à se soigner quand ils sont malades. Les Camerounais ont de la peine à manger. Vous avez vu les compatriotes dignement s'aligner pour aller acheter le riz. Le riz au Cameroun, un pays qui a toujours brillé par une situation d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que le Camerounais doit se retrouver dans cette situation? Je dis non, et tous les Camerounais le voient. Donc en 2025, je demande au peuple camerounais d'être vigilant et surtout de se prémunir contre la corruption électorale, qui est une arme de destruction massive pour le parti au pouvoir et de deux, être prédisposé à aller s'inscrire sur les listes électorales de manière à participer, de manière à participer activement
au changement qui doit venir. Et je vais dire ceci pour chuter. Terminé. Je vais dire ceci pour chuter. Que je pense que ni la corruption politique, qui a toujours joué un rôle négatif dans notre processus électoral, ni les considérations tribalo-régionales, parce que le vote parfois a été tribalisé au Cameroun. Je pense que cette année, tout le monde doit aller voter en tenant compte de l'action qu'il doit mener pour contribuer à l'amélioration du bien-être du Camerounais en général. Moins d'une minute, votre dernier mot. S'inscrire sur les listes, ça continue. Oui, mais écoutez, je vais dire quelque chose, puisque vous parliez des leaders là tout à l'heure. Je crois que les Camerounais ont besoin de les voir mutualisés. On fait ces appels aux inscriptions. Mais écoutez, ce serait quand même bien que 2-3 leaders descendent pour appeler les gens à s'inscrire, pour assister nos compatriotes. Voilà. D'accord, merci. Maître Tegem, juste en 2 secondes. Écoutez, nous croyons aux Camerounais, nous savons qu'ils sont matures, ils sont structurés, c'est des gens cultivés d'une grande éducation, qui savent très bien qu'est-ce qui est leur intérêt, qui savent très bien que les promesses électorales, quelquefois, des partis d'opposition un peu exagérés pour dire que dès que nous serons élus, on va mettre le fonds de déficit énergétique. C'est du rêve que l'on vend. Nous, RDPC, nous travaillons, nous ne faisons que cela. On a fait le mix énergétique et on continue à travailler à Natchigalé. On va continuer avec Biri Awarak. Merci infiniment, Maître Simon-Serge Kakaak. Merci vraiment d'avoir pris de votre temps pour venir sur les antennes du Canada International, avocat au barreau du Cameroun. Et surtout, il faut aussi préciser, je suis un acteur politique. Un acteur politique dans l'âme, justement. J'ai plusieurs casquettes. Oui, mais on le sait, mais on ne peut pas tout citer aujourd'hui. Avocat au barreau Cameroun, militant précis de conviction. On le sait. Et surtout un autre acteur de la société civile, parce que je suis responsable. Ça, on le sait. Alors, Vincent Yédé, merci d'être venu, conseiller municipal Douala 3e. Vous êtes du parti du PCAN, vous parlez à votre nom ce soir. Malheureusement, Jonathan Bategene n'est pas là. On espère qu'à la fin, on saura s'il a eu un problème ou pas. Maître Georges Tegem, avocat au barreau du Cameroun, homme politique du RDPC, merci de votre disponibilité. On vous dit merci parce que c'est pas évident de se déplacer, venir à Youpoué pour partager cette nourriture intellectuelle avec nous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Juste derrière, c'est le 19h50, une présentation de Michael Tipkio, un jeune dynamique, valeureux de notre chaîne. Et merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, avec d'autres invités, une autre thématique. Bonsoir.